Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence à notre débat sur produire en France, quelle solution locale contre un désordre mondial. Alors évidemment, on le sait tous, c'est une thématique plus que jamais d'actualité sur fond de crise économique. C'est également depuis 2012 ce qu'avait lancé Entrepreneurs d'avenir, le fameux appel pour un Made in France d'avenir. C'était pour enrichir, éclairer le débat électoral déjà sur le thème du produire local. Alors on le sait, ce challenge est énorme. Arnaud Montebourg le rappelait, il parlait même d'une vraie course contre la montre du Made in France. Effectivement, le Made in France implique un changement total de paradigme, autant sur les mesures sectorielles, mais bien sûr, bien au-delà, sur tous les aspects de la vie économique, innovation politique, industrielle, formation, fiscalité. Et il s'agit aussi d'intégrer toutes ces dimensions sociétales et environnementales. Alors comment faire, comment relever ce challenge, comment faire bouger ce fameux paradigme? Avec nous pour en débattre, nous avons la chance d'avoir 4 pionniers qui sont pointus, novateurs sur la question du Made in France. À ma droite, Laure Gratteau. Laure, bonjour, vous êtes présidente de Chacoc qui est spécialisée sur le prêt-à-porter de luxe. Jean-Noël Capferrer, professeur-chercheur à HEC, spécialiste, nous le savons tous, des marques. À ma gauche, Christophe Chevalier, donc directeur général du groupe Archer, qui a relancé notamment la fabrication de chaussures sous la marque madeinroman.fr. On va développer cette idée tout de suite. Et Vincent Gruau, président de Magencia, spécialiste européen du mobilier de bureau. Alors on va démarrer, je vais vous demander à chacun d'entre vous, et vous aurez on va le challenge d'avoir 2 minutes pour à la fois présenter quelques données clés de votre entreprise et surtout la façon dont vous intégrez cette notion de Made in France dans votre stratégie de développement. Laure Gruau, Chacoc, donc la parole est à vous. Pardon, j'ai dit quoi? On va dire, je ne suis pas aidée. Hein. Bonjour, donc le challenge c'est 2 minutes. Donc je suis la présidente de la société Chacoc. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, c'est bon. Donc Chacoc est une société de prêt-à-porter féminin haut de gamme qui existe depuis 1971 et qui est toujours actuellement détenue par l'actionnaire qui était le fondateur de cette entreprise. C'est un groupe qui réalise 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis de la façon suivante. À peu près 2/3 du chiffre d'affaires est réalisé en France et 1/3 du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. La production de ce prêt-à-porter a été jusqu'en 2002 à 98% française. À partir de 2002, l'entreprise a rencontré quelques difficultés dans le cadre d'un développement stratégique lié à la mise en place d'un parfum. Elle a un petit peu mis le genou à terre et elle a connu un dépôt de bilan. Et donc à ce moment-là, nous avons procédé, et ça a été ma première rencontre avec l'entreprise, à une délocalisation. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire, on est là sur le Made in France. J'ai donc participé à cette délocalisation. C'était indispensable, nécessaire à la survie de l'entreprise. Et on a maintenu une partie de la production, malgré tout, en France. L'entreprise s'est redressée et j'étais à l'époque la collaboratrice de l'étude qui avait été désignée dans le cadre du redressement par le tribunal de commerce. J'ai ensuite intégré l'entreprise en tant que dirigeante 5 ans plus tard. Et à partir du moment où j'ai intégré le groupe, je me suis affairée à relocaliser la production. Alors comment nous avons procédé? D'abord, petit bout par petit bout, nous avons relocalisé des productions qui se trouvaient à l'extérieur. Et puis, nous avons axé également cette relocalisation par le développement du produit que nous faisions déjà auparavant en France et que nous avions conservé parce que le savoir-faire était réellement un savoir-faire français qui est développé dans le bassin rouennais, là où nous avons notre plateforme de coordination industrielle et qui sont donc des techniques de jacquard. Nous faisons actuellement dans l'entreprise de la broderie Cornélie. Alors bon, ça vous
peut-être pas grand-chose, sauf s'il y a des personnes qui sont du métier ici. Il faut savoir qu'il reste moins de 5 brodeuses en France Cornélie. 2 ont été rachetées par Chanel et ce sont des savoir-faire qui perdurent. Donc, nous avons vraiment développé ce savoir-faire et aujourd'hui, nous en sommes déjà à 40% de la totalité de notre production qui est réalisée en France. Merci Laure pour cette présentation. On va évidemment aller plus loin dans le débat sur ce phénomène de relocalisation et de savoir comment on produit du Made in France. Vincent Gruau, donc Magencia, pareil, quelques minutes pour présenter Magencia, quelques données clés et comment vous intégrez le Made in France dans votre stratégie. Donc, Magencia est un acteur du mobilier de bureau, donc on est fabricant de mobilier de bureau, donc de tables, de salles de réunion, d'armoires, de sièges, enfin tout ce qui existe dans le domaine tertiaire, et on est aménageur d'espaces tertiaires. C'est donc une entreprise de 800 personnes qui fait à peu près 110 millions de chiffre d'affaires, et nous avons 3 sites industriels de fabrication en France. Alors le point commun avec Madame Gratteau et avec Shakok, c'est que moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2005 et l'entreprise était en dépôt de bilan fin 2004. Et en fait, le choix du Made in France a commencé par une relocalisation. Pour une raison très simple, dans une de nos usines à l'époque, nous n'avions pas assez de travail. Donc quand une usine est sous critique, en sous-activité, moi je ne connais que 2 solutions. Soit on ferme l'usine, soit on lui trouve du boulot. Donc par rapport à un certain nombre de convictions qui, je pense, sont partagées ici au sein d'Entrepreneurs d'Avenir, j'ai préféré jouer le scénario de trouver de l'activité supplémentaire. Et donc pour trouver l'activité supplémentaire, on est allé rapatrier une production qui avait été délocalisée en Chine par mes prédécesseurs en 2000. Donc on a commencé, pour des raisons, je dirais, économiques, sociales, mais aussi environnementales, cette relocalisation. Et fort de cette expérience qui a été positive sur les 3 piliers du développement durable, on s'est dit aussi que la stratégie RSE de l'entreprise devait se construire autour du Made in France, parce qu'on avait quelque chose à jouer dans ce secteur. Alors, c'était en 2007, donc c'était bien avant le débat de la dernière présidentielle de 2012, et on a axé tout le développement sur la fabrication française, avec un enjeu majeur qui est de fabriquer avec un certain nombre d'enjeux de compétitivité. On ne peut pas être made in France à n'importe quel prix. On a fait depuis un certain nombre de sondages qui révèlent que les Françaises sont prêts à payer, que ce soit la grande conso ou que ce soit les entreprises, puisque nous on est dans le B2B, sont prêts à payer jusqu'à 5% maximum. 75% sont prêts à payer jusqu'à 5% plus cher, mais pas au-delà. Donc on a poursuivi dans cette voie-là et on a été notamment à l'initiative avec d'autres industriels de la création du label Origine France Garantie, qui est donc un label qui a été initié suite à la mission GEGO sur le Made in France en 2010 et qui permet aujourd'hui d'avoir à peu près 1000 marques de produits qui sont labellisées Origine France Garantie, parce qu'il se révélait aussi que les consommateurs étaient relativement perdus par rapport à beaucoup d'autodéclaratifs sur le Made in France, des labels en veux-tu, en voilà, et finalement assez peu de crédibilité par rapport à ce sujet. Donc l'intérêt du label Origine France Garantie, c'était d'avoir quelque chose de certifié, qui est en l'occurrence audité aujourd'hui par Bureau Veritas, et qui certifie que 50% au moins du coût complet de fabrication d'un produit, donc intégrant la matière, ce qui est un gros challenge, puisque avoir des matières premières d'origine française, c'est parfois un peu compliqué. Donc 50% du coût complet d'un produit doit être d'origine française, et par ailleurs, le design, le développement doit être localisé en France. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir 15 gammes de produits, parmi nos 30 gammes de produits, qui sont Origine France Garantie. Merci Vincent Gruau. Christophe Chevalier, donc directeur général du groupe Archer. Comment s'inscrit, le groupe Archer, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et comment vous inscrivez le Made in France dans la stratégie ? J'aime bien dire qu'en premier lieu, que le groupe Archer, c'est une entreprise de territoire parce que nous sommes une petite centaine d'actionnaires et qu'on s'est donné comme principe une personne, une voix, et ce qui en fait une entreprise qui n'est pas délocalisable déjà. Vous voyez, c'est une entreprise française qui n'est pas délocalisable et qui appartient à son territoire. On faisait de l'insertion par l'activité économique, on trouvait que ce n'était pas suffisant, alors on s'est mis à faire du développement économique en travaillant notamment sur les sinistres d'activité.
Sur les questions de relocalisation d'activités, ce qu'on propose à un certain nombre d'industriels romanais. Et on a relancé une activité chaussures il y a aujourd'hui 3-4 ans. Je vais vous en dire 2 mots, mais je voulais vous dire avant que du coup le groupe Archer c'était plein de petites activités. Qu'en tout on est 340 salariés en équivalent temps plein, 500 à peu près salariés mais 340 en équivalent temps plein, qu'on a nos propres activités de développement économique, mais qu'on anime aussi sur notre siège qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique. Pour faire court, ça serait un peu les pôles de compétitivité de l'économie sociale et solidaire. C'est des lieux où on retrouve des entreprises, on retrouve des universités, on retrouve de la puissance publique. Mais l'objectif, ce n'est pas du tout un développement d'un produit comme les pôles de compétitivité, l'aéronautique à Toulouse par exemple, mais plutôt une démarche de développement territorial. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de vertical, mais beaucoup plus horizontal. Pour ce qui concerne le Made in France, nous, on a vu disparaître tous les grands noms et les petits noms de la chaussure à Romans, tout le temps sur des activités. Globalement, c'est à chaque fois que le capitalisme familial a été donné à des groupes financiers et qui, très vite, ont préféré fabriquer à l'étranger parce que ça coûtait moins cher. Et au bout d'un moment, le produit ne correspondait plus à ce qu'on attendait. Donc nous, à la dernière grande entreprise qui s'est arrêté, qui s'appelait Charles Jourdan, qui était vraiment la référence. Quand les autres fermaient, on disait tu iras travailler chez Jourdan. Mais le problème, c'est que quand Jourdan a fermé, il n'y avait plus rien. Nos actionnaires nous ont vraiment demandé de faire quelque chose. Donc, ils ont mis de l'argent, parce qu'il n'y a aucune banque qui voulait nous prêter de l'argent pour faire de la chaussure à Romans. On n'ose même pas les demander. Et donc, on a racheté une ligne complète de montage de chaussures. Et on a décidé de travailler non plus sur l'industrie de la chaussure, parce que ça, c'est facilement délocalisable, mais sur l'artisanat de la chaussure, en faisant des petites séries, en travaillant sur des niches, etc. Et donc, on était le premier atelier depuis 20 ans à se remonter à Romans. Et on n'arrive pas à faire face à l'ensemble des demandes qui nous sont faites. Donc, on travaille aujourd'hui sur la construction d'une filière chaussure, où on refait de l'artisanat. Mais comme des fois, on n'est pas assez nombreux, ça nécessite de la coopération économique. Je vous donne qu'un exemple et je m'arrête là. On travaille sur certaines productions avec 2 ou 3 ateliers, c'est-à-dire que chacun essaye de se spécialiser sur ce qu'il sait le mieux faire et ça nous permet d'intégrer des commandes moyennes qu'aucun d'entre nous pourrait faire. Donc pour nous, il y a un vrai avenir au Made in France. À partir du moment où on travaille sur la qualité, à partir du moment où on sait personnaliser, on sait changer de modèle, et ça je pense que le marché le demande de plus en plus. Mais ça demande aussi que les territoires s'unissent et travaillent ensemble. La concurrence sauvage en ce domaine, elle est destructrice pour tout le monde. Justement, merci Christophe Chevalier. Justement, on viendra sur les moyens et comment on met en œuvre le Made in France à plus grande échelle. Jean-Noël Capferrer, donc l'enseignement supérieur, c'est du service, fait du service en France. Comment, au sein d'HEC Paris, vous mettez en œuvre concrètement ce fameux Made in France ? Évidemment, c'est un peu paradoxal de parler de Made in France à côté des 3 premiers orateurs qui ont affronté la réalité de la production et des coûts. Et on nous a toujours dit, au moins, s'il n'y a plus d'usine en France, il restera les services. Et c'est le grand discours, je ne sais pas ce qu'on exportera, mais les coiffeurs s'exportent peu. Cela dit, vous avez noté qu'HEC s'appelle HEC Paris et que c'est une décision qui a été faite récemment pour précisément rendre l'entreprise exportable. Nous avons fait un choix, enfin c'est pas moi, la direction générale, de ne pas avoir de campus à l'étranger, parce que les coûts des campus à l'étranger sont tout à fait considérables, mais en fait, à terme, d'avoir la moitié des ressources, des revenus qui viennent d'étudiants étrangers. Et ce qui est intéressant, sur un domaine sur lequel, a priori, on pourrait dire que la France n'a pas, je dirais, d'avantage compétitif majeur, autant dans le domaine de la mode, dans le domaine de la chaussure ou dans le domaine du meuble, on peut dire qu'il y a un savoir-faire historique. On peut dire que le management jusqu'à présent a été phagocyté par les anglo-saxons. Bon. Les gens disaient je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Angleterre, etc. Bon. En réalité, on a développé, on a relevé le défi. Et ce défi est tel que nous avons 30% des étudiants de la grande école qui ne parlent pas un mot de français. Donc les cours sont passés en anglais. Et nous avons 85% des étudiants de l'MBA, 28 ans, qui sont anglophones. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Parce que fondamentalement, le problème, c'est que être local au niveau d'un service, c'est une caractéristique structurelle. Mais comme l'État se désengage, toutes les institutions d'enseignement devront être auto-rentabilisées. Donc, nous sommes de facto locaux,
devons être international tout en étant local. Et ce qui est frappant, c'est un peu en avance sur les autres questions que nous aborderons, c'est que la France, dans un domaine sur lequel elle n'a pas, entre guillemets, d'avantage concurrentiel, arrive à trouver énormément d'étudiants qui veulent faire des études supérieures et les payer, non pas à un prix subventionné, parce que la grande école, comme vous le savez, c'est comme la faculté, ce sont des prix subventionnés, mais les payer au full cost, ce qui tout de suite aura un sens pour mes amis de gauche. C'est-à-dire que c'est pas des... Ils payent le prix complet, plus la marge, de leurs études. Donc on peut dire qu'une des façons de revaloriser l'enseignement supérieur, qui est par nature locale, on peut toujours envoyer des profs à l'étranger, c'est ce qui m'arrive régulièrement, mais globalement on ne déplace pas 3000 ou 4000 élèves comme ça, c'est aussi de faire ce mélange d'exportabilité de quelque chose qui est extrêmement local. Voilà. Je reviendrai un peu là-dessus après, si vous voulez. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un Brésilien ou un Chinois ou un Indien, faire ses études en France en management, je ne dis pas en littérature comparée ou en design, autant d'endroits sur lesquels on a... en management, ça a du sens. Et c'est ça qui, effectivement, sera important d'intégrer. C'est probablement l'image extérieure de la France n'est pas du tout ce que nous en pensons à l'intérieur. Merci Jean-Noël Ferrer. La question, en fait, l'enjeu, comment, Vincent Gruau, donc Magencia, comment vous analysez en fonction de votre secteur d'activité, de vos spécialités, les enjeux du Made in France aujourd'hui? Déjà, nous, notre métier, c'est le bien-être au travail chez nos clients. Donc, on doit s'adapter à chaque client, chaque entreprise, qu'elle soit publique ou privée, à des enjeux d'aménagement qui sont différents. Donc il y a un gros intérêt aussi à fabriquer de façon régionale, ou du moins nationale, mais régionale à l'échelle mondiale, pour être en pleine réactivité, en pleine personnalisation par rapport aux besoins des clients. Quand vous sous-traitez à 20 000 km, vous n'avez pas cette capacité d'adaptation. Donc le premier intérêt pour nos clients, c'est cette capacité de réaction, de fabriquer exactement ce que le client demande. Et c'est la seule façon aujourd'hui qu'on a de le faire. Mais au-delà de ça, si je dépasse le cas de Magencia, pour moi, le Made in France, c'est un peu paradoxal, je préfère parler du produire en France, parce que c'est un peu illogique autrement. Donc pour moi, le produire en France, c'est un enjeu citoyen, c'est même un enjeu politique dans le sens noble du terme. De 1980 à aujourd'hui, il y a 2 millions d'emplois industriels qui ont disparu en France. Et dans le même temps, il y a 2 millions de chômeurs en plus. Alors, je ne suis pas un grand analyste économique, social ou politique, mais je fais quand même un lien de cause à effet. Et je pense que si on ne travaille pas durablement sur des sujets d'industrialisation et de réindustrialisation, et que l'ensemble de la population ait conscience de ces enjeux-là par rapport aux emplois de demain, à la capacité d'export dont monsieur parlait tout à l'heure, il est absolument indispensable de se concentrer sur un certain nombre de productions qu'on peut encore avoir en France, parce qu'il faut aussi se dire que certaines productions n'auront plus jamais lieu en France. Christophe Chevalier, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre par rapport à votre secteur d'activité? Est-ce que les enjeux sont similaires? Je pense que notre secteur d'activité, c'est la chaussure, mais sur le groupe Archer, c'est assez petit. Par contre, on est sur un bassin qui a perdu tous ses emplois sur la chaussure. Donc nous, l'enjeu qu'on avait, c'était un enjeu de territoire qui souffrait avec des taux de chômage innommables. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement une solution, enfin on est sûr qu'il y a une solution entre deux modèles, celui d'une économie complètement débridée, où la concurrence se joue de manière extrêmement puissante, et une économie protégée. On ne peut pas être tous dépendants de la bourse de New York ou fonctionnaires. Enfin, je veux dire, entre les deux, il y a quelque chose. Et cet entre-deux, il nous intéresse beaucoup parce que ça permet à des territoires de résister, de remettre un peu peut-être de la démocratie dans l'économie, du pouvoir d'agir du citoyen, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va s'emparer un peu de certaines entreprises, on va s'emparer d'un domaine qui semblait réservé et sur lequel globalement les grands chefs d'entreprise disent qu'il ne faut pas toucher et les politiques nous expliquent que c'est compliqué d'agir, etc. Et donc pour nous c'est une vraie démarche citoyenne de reprendre en main un peu notre destin et de réagir sur notre quotidien. Moi je pense que ce qu'on dit peut-être pas assez, alors moi je suis
ravi d'entendre ce que j'ai entendu à côté, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette manière d'organiser aujourd'hui l'économie et parfois la démission de la puissance publique à côté de ça, c'est une perte extrêmement importante de notre pouvoir de décision et de notre capacité d'agir. Et voilà, nous, on a réagi par rapport à ces éléments-là, et il se trouve que le support, c'était à Romans, donc on a fait de la chaussure. Laure Gratteau, donc Chacoc, les enjeux pour l'entreprise du Made in France aujourd'hui, comment vous les analysez ? Alors, pour moi, les enjeux du Made in France, alors je préfère dire aussi oui, du produit, tout à fait, France. vous avez raison. Sur notre site internet, on a d'ailleurs mis un onglet avec un film qui s'appelle « Je défends le fabriqué en France », non pas le Made in France. Il est directement lié aux enjeux de l'industrialisation, c'est clair. Je vais essayer de donner un exemple identique au vôtre dans notre métier. Dans le bassin rouennais où nous fabriquons, il y a quelques années, il y avait 10 000 métiers à tricoter. Aujourd'hui, il y en a moins de 300. Ça donne un petit peu une idée des dégâts en matière d'industrialisation de la France. Aujourd'hui, j'achète toutes mes matières premières en Italie. Il n'y a plus de filature en France. J'achète mes fils en Italie. Donc on est vraiment confronté à une désindustrialisation. Voilà, qu'allons-nous exporter si on n'a pas d'industrie en France? Qui allons-nous faire venir? Quelle richesse allons-nous créer? Quels chercheurs allons-nous faire venir? Pour moi, ça me semble fondamental. Et on parlait un peu de responsabilité sociétale, environnementale. Elle se fait aussi auprès effectivement des fabricants, des sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Pour donner un exemple de solidarité, nous, quand nous avons réalisé nos collections, nous vendons. Quand nous avons pris nos ordres, nous mettons en fabrication et à ce moment-là, je procède à une analyse des bilans, des comptes de résultats de nos sous-traitants afin de pouvoir répartir les productions, être sûr que chacun va pouvoir payer ses charges fixes. Voilà, pour maintenir en vie les gens avec qui nous travaillons, les entreprises avec qui nous travaillons. Et c'est aussi dans notre intérêt puisque nous maintenons ainsi les savoir-faire. Aujourd'hui, une de nos plus grandes frayeurs, c'est de perdre nos savoir-faire. Nous, la volonté d'avoir voulu miser sur le Fabriqué France, c'est aussi un risque parce que si demain ces entreprises disparaissent, j'ai mis une valeur ajoutée dans mon produit qui risque de m'échapper. Merci Laure Gratteau. Jean-Noël Capferrer, donc en termes de services, en termes d'enseignement supérieur, comment vous analysez pour votre part les enjeux du produire en France? Je vais peut-être oublier mon école. Je ne suis pas là uniquement pour parler d'elle. Je voudrais un peu challenger ce qui a été dit, histoire d'animer le débat. Oui, je crois que l'un d'entre vous a dit on ne pourra pas tout produire en France, n'est-ce pas? Je ne sais plus qui l'a dit. C'est monsieur. C'est monsieur. C'est monsieur Gruau. Moi, j'ai le sentiment J'ai été dénoncé par monsieur. Ouais. Voilà. Non, c'est pour éclaircir le débat. Non, parce que j'ai le sentiment qu'on devrait être capable de tout produire en France à condition de le produire, et vos exemples sont révélateurs, puisque vous avez repris des activités en déshérence, en dépôt de bilan, etc., à condition de trouver la stratégie qui vous libère des coûts. Et parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je pense, et comme beaucoup, que cette stratégie est indépendante du secteur. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire « Ah oui, tu parles du luxe, vous parlez du luxe ». On peut faire des stratégies haut de gamme dans n'importe quel secteur. Encore faut-il avoir les savoir-faire, et donc là je suis tout à fait conscient des difficultés que vous avez. Là récemment j'ai été en Italie, c'est inimaginable combien les Italiens ont gardé ce qu'ils appellent des clusters. Ils ont une politique incroyable. Quand vous regardez la carte de l'Italie, ils vous disent alors là il y a toutes les entreprises qui font de la chaussure, là il y a tous ceux qui font du cuir, on a l'impression, autour de Venise il y a tous ceux, c'est très impressionnant, ce pays qu'on regarde comme ça, de façon étonnante. En réalité, moi chaque fois que j'y vais, je dis mais je suis très impressionné par leur capacité à avoir maintenu des clusters industriels sur les activités de pointe ou artisanales. On n'est pas là à parler effectivement de high-tech ou Silicon Valley, ce qui fait qu'effectivement vous dites je vais chercher mon fil là-bas. Bon. Donc il semblerait que le gouvernement italien n'ait pas forcément levé les bras aussi vite que le nôtre. Alors moi je voulais uniquement dire que du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire un
académique qui travaille beaucoup sur les marques. Je crois que la question est la suivante, produire en France quoi et pour qui? Et suivant qu'on dit pour les Français ou pour l'export, on n'a pas ensuite la même réponse. Parce que si on dit pour les Français, fondamentalement, plus on met d'entreprises qui produisent en France, mieux c'est, parce qu'on va répondre à la problématique de l'emploi. Mais plus on met d'entreprises qui font de la production en France, moins elles peuvent être haut de gamme, parce que par définition, tout le monde ne peut pas être haut de gamme. Donc on va petit à petit associer au produire en France des choses qui ne seront pas forcément haut de gamme et qui vont donc, du point de vue de l'extérieur, un peu diluer la réputation. Je vais prendre un exemple, le mot château. Y a-t-il quelqu'un ici qui est dans le Bordelais? Il n'y a personne dans le Bordelais qui travaille? Est-ce que vous savez, madame, combien il y a de châteaux, je parle des vins de Bordeaux, à moins de 5 euros? D'après vous? 3 000? 4 000? Bon, je peux vous dire qu'on est plutôt aux alentours de 2 ou 3 000, c'est-à-dire que le mot château n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que, et les Anglais le savent, Madame les boit les autres. Comment? Madame boit les autres. Voilà. Non, alors, c'est ça qui est important, c'est de se dire que, après tout, produire en France ou made in France, c'est sur le plan juridique une marque. Mais une marque, ça s'entretient, il y a une stratégie, on dit ok, c'est pas simplement un label pour moi de je produis n'importe quoi en Bretagne, donc je peux mettre produit en France. La question c'est, cette chose-là va-t-elle être compétitive et est-ce que c'est comme ça qu'on va valoriser et continuer à valoriser cette idée de produire en France? Parce que nous avons ici 3 entreprises qui sont partis vers le haut pour libérer les taux du prix. Donc c'est ça dont j'aimerais éventuellement parler après, c'est la différence entre est-ce qu'on parle pour le marché intérieur, où là les notions de citoyenneté sont majeures, ou est-ce qu'il s'agit d'en vendre plus aux Chinois? Alors justement, le gouvernement est en prise avec notamment Arnaud Montebourg, donc avec la tentative de réindustrialiser, de remettre de la production en France. Est-ce que vous, chacun dans vos secteurs, vous êtes en phase avec cette politique gouvernementale? Vincent Gruau. Vous avez dit politique gouvernementale. Vous le comprenez comme... Non, il y a beaucoup de communication et M. Montebourg est très talentueux. Il a beaucoup d'ambition sur le discours par rapport à une fabrication française, des marinières à Armor-Lux, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit hiatus désormais puisque les bonnets rouges ont été donnés gratuitement par Armor-Lux, donc je ne suis pas sûr qu'ils aient gardé la même relation. Non, mais politique industrielle aujourd'hui, mais ça ne date pas de ce gouvernement, et malheureusement, il n'y a pas de politique industrielle. Et ça fait très très longtemps. Et quand on regarde les quelques mesures qui ont été mises en œuvre, si je prends l'exemple, la mesure la plus connue qui est le crédit, le CICE, le crédit impôt création emploi, déjà le crédit impôt création emploi, ce n'est pas forcément une mesure de politique industrielle. Est-ce que vous savez, moi aussi je vais jouer au jeu des devinettes, est-ce que vous savez quel est le premier bénéficiaire du CICE en France? La Poste. Je pense que nous sommes à côté de la cible. Puisque là, c'est un gros alambic de recyclage d'argent public. Donc finalement, c'est un gros problème. Donc, Vincent, pardon, dans votre secteur, quelles seraient les mesures urgentes que vous auriez vraiment envie de faire passer, de promouvoir, qui seraient vraiment efficaces? Mais, moi, dans mon usine de Noyon, en Picardie, où j'ai relocalisé les caissons, entre 2009 et 2010, nous avons recruté 50 personnes. Sur un site qui fait aujourd'hui 200 personnes. Sur ce site, sur ces 50 personnes, on a recruté 40 personnes en partenariat avec le Pôle emploi. Par rapport à notre politique de RSE, d'accès les recrutements, puisque c'était des postes ouvriers classiques, sur donner accès à des gens qui n'étaient pas en situation d'emploi. Donc ça a très bien marché. Et le Pôle emploi à Noyon, dans l'Oise, fonctionne bien, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pôles emploi partout. Mais aujourd'hui, on n'a eu aucune aide pour ça, si ce n'est l'investissement, le temps passé par le Pôle emploi pour nous aider. Et je pense que par rapport à une notion comme le CICE, il faudrait privilégier les baisses de charges, et non pas des crédits d'impôt, mais des baisses de charges sur des emplois industriels. La priorité, elle est sur des emplois industriels, des emplois qui sont délocalisables, des emplois qui sont dans les régions, dans les bassins d'emploi qui sont sinistrés. Vincent Chevalier, vous êtes d'accord? Je vous vois opiner du chef. Oui, je pense que oui. Je trouve qu'il
Et on peut pas juste faire des injonctions et parler de mauvaise moralité quand les entreprises délocalisent, parce que l'économie, elle est pas, enfin ces entreprises, elles sont pas morales, elles sont enfin je veux dire, la question, elle peut pas se poser comme ça, voilà, disons-le comme ça. Ce que je pense qui est intéressant, c'est effectivement de travailler sur la question des modèles économiques, des modèles de développement. Moi, par exemple, je pense qu'il y a des leviers tels que je pense que les leviers sont des leviers de transparence. C'est-à-dire que moi, je trouve, par exemple, que le fabriqué en France, c'est pas suffisant parce qu'effectivement, 50% de la valeur ajoutée, suivant comment on se débrouille, c'est parfois pour certaines chaussures de les concevoir, de les faire fabriquer ailleurs et de les mettre dans une boîte en collant la marque. C'est pas 50% de la valeur ajoutée, c'est tout dans la matière. Oui, mais du coup, ça laisse beaucoup de choses. Moi, il me semble qu'un des enjeux qu'on peut avoir par rapport à un changement de comportement du consommateur, c'est de comprendre exactement ce que ça veut dire un produit fabriqué en France. Et pour moi, aujourd'hui, la définition est beaucoup trop large. Donc concrètement, une mesure concrète, urgente, qu'on aurait envie de promouvoir auprès de Eh ben, moi, il me semble gouvernement. peut-être deux choses. Le fait que, pour revenir sur cette idée, peut-être qu'il faut aller plus loin que le fabriquer en France en mettant des pourcentages liés à la fabrication, ou travailler sur la question, c'était un souhait aussi, des identités géographiques protégées. C'est-à-dire qu'on puisse définir sur un certain nombre de bassins, en fonction des savoir-faire et des contraintes. Par exemple, à Roanne, on ne va pas leur demander de prendre le fil à moins de 20 km parce qu'il n'y en a pas, mais que les professionnels de Roanne puissent définir qu'est-ce que ça veut dire un tissu fabriqué à Roanne. Donc moi je pense que là-dessus c'est intéressant parce que ça permet au consommateur de savoir exactement ce qu'il achète. Et là parfois on a plus de 5% d'écart de prix qu'on peut justifier parce que ce n'est pas le même produit. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à promouvoir beaucoup plus les questions d'innovation et notamment d'innovation sociale. C'est-à-dire que quand vous fabriquez une machine, c'est beaucoup plus facile de défiscaliser de l'impôt parce que vous avez un brevet. Quand vous reliez 4-5 entreprises, que vous y mettez un lycée professionnel, que vous reprenez des retraités pour refaire de la chaussure, etc., vous ne rentrez pas dans le critère aujourd'hui d'innovation. Et donc, on ne peut pas défiscaliser ces points-là. Donc voilà, deux trucs, une transparence, un IGP, et peut-être de mettre l'innovation sociale au même niveau que l'innovation technologique, parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour développer de l'emploi. Laure Gratteau, Chacoc, donc prêt-à-porter de luxe, quelles seraient les mesures qui, à vos yeux, sont les plus urgentes pour promouvoir le produire en France ? Alors, moi, j'aimerais qu'on se pose d'abord une question, c'est que veut le consommateur ? Parce qu'on peut défendre toutes les idées qu'on veut, le prix, etc. Qu'est-ce que veut le consommateur ? Nous, on est confrontés souvent à des consommateurs qui veulent du Made in France à un prix chinois. Alors, il faut savoir ce qu'on met derrière. Effectivement, Qu'est-ce qu'il y a derrière le Made in France ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la marque France, dont on commence à parler ? Il y a une étude effectivement assez récente qui montre que si les Français, vous avez dû la voir, les Français achetaient Made in France, le budget mensuel serait augmenté de 100 à 300 €. Donc effectivement, en temps de crise, on peut se demander ce que veut le consommateur, ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il veut, exactement. Alors, je pense que la crise nous amène aussi peut-être à un retour à certaines valeurs. C'est-à-dire que ça peut nous aider face à cette surconsommation, à se poser des questions. Et on a aujourd'hui quand même beaucoup de personnes qui sont sensibles à ce qu'il y a derrière. Alors nous, on a obtenu la labellisation Origine France Garantie. Nous avons été audités par Veritas pendant 2 mois. Il est vrai que le consommateur est sensible à cela. Malheureusement, le fabriqué en France absorbe la quasi-totalité de nos marges et nous n'avons pas de communication. Donc c'est bien beau de faire du fabriqué en France quand on ne peut pas communiquer. Pour moi, c'est un élément fondamental. Il faut qu'on puisse communiquer. Et j'ai envie de dire, on s'en fiche de la marque France. C'est quoi la marque France ou c'est quoi le fabriqué en France ? Quelles sont les valeurs qui sont derrière ? On doit communiquer sur les qualités intrinsèques du produit, les valeurs qu'on défend dans nos entreprises. Et c'est ça qui doit faire venir le consommateur ou qui doit interpeller le consommateur ou le besoin qu'on doit créer chez le consommateur. Donc pour moi, il y a un aspect communication qui est très important. Et puis ensuite, comment on va s'exporter ?
aujourd'hui, très honnêtement, moi, mon quotidien, c'est quoi? Pendant 10 ans, on a été en plan de continuation, on a été en autofinancement à 100%. Nous n'avons reçu aucune aide de nulle part et surtout pas des banques. Quand vous êtes sorti du plan de continuation, on vous dit « Ouh là là, mais on va attendre que vous soyez stabilisés, etc. » Enfin bon, nous, en gros, c'est la débrouille. Et nos sous-traitants, c'est la même chose. Quand je regarde les comptes de mes sous-traitants pour les maintenir en vie, c'est parce qu'ils n'ont aucune aide de nulle part et que personne ne les aide à part nous. Donc il y a vraiment des... Alors le coût du travail, bon, ça c'est clair. Si on peut parler chiffres, parce qu'il faut donner des chiffres à un moment donné. Moi, j'achète de la minute. Donc je peux vraiment vous en parler. En France, une minute de travail pour une marque, vous l'achetez entre 50 et 60 centimes la minute. Vous passez juste en Pologne, vous l'achetez entre 18 et 20 centimes la minute. Je ne parle même pas de la Bulgarie, l'Ukraine du reste. Bon. Donc, le crédit, impôt, compétitivité, emploi, moi, je n'ai pas vu, mais ne serait-ce que d'1 centime, un changement dans le coût de la minute que j'achète. Hein. Donc, pour moi... Donc, s'il y a une mesure vraiment qui vous semble la plus urgente pour vous dans votre secteur d'activité, aujourd'hui... Il y a le coût du travail, ça c'est une évidence. La communication, c'est une évidence. L'accompagnement des entreprises. L'accompagnement des entreprises. On parlait un petit peu de l'Italie. D'abord, les Italiens ont su se regrouper, ce que ne savent pas faire les Français. Moi, à Rouen, ce qu'on a fait, quand je dis que je répartis les productions entre mes façonniers et mes tricoteurs, au départ, quand j'ai parlé de ça, mais tout le monde se regardait du coin de l'œil en disant « piquer ma prod, etc. » J'aurais dit « mais écoutez, c'est une question de survie pour vous tous. Il va falloir arrêter parce que c'est ce qu'ont réussi les Italiens. Ils se sont regroupés et ça a été leur force et c'est comme ça qu'ils ont maintenu leur filature, c'est comme ça qu'ils ont maintenu les grandes imprimeries, etc. Donc il faut regrouper, il faut se mettre ensemble, c'est clair, il faut communiquer et il faut qu'on soit accompagné. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut investir. Moi, je travaille au comité stratégique de filière. Quand je suis avec d'autres donneurs d'ordre, je suis minuscule à côté de ceux qui sont autour de la table. Que je dis, il faut qu'on s'engage au minimum sur 3 ans sur des programmes de fabrication. Sinon, nos sous-traitants n'investiront pas dans aucune machine, dans rien du tout. Ben, tout le monde dit OK. Puis après, quand il faut le faire, tout le monde dit allez-y déjà, vous, et puis on verra. Merci Laure Gratteau. Jean-Noël Capferrer, on parle de marque nation. Est-ce que vous pensez que la stratégie de la France est cohérente en termes d'édification de la marque France? Quel est votre point de vue là-dessus et comment faire pour la rendre plus performante si ce n'est pas le cas? Je vous écoutais et ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Ça marche la fin. Ça marche. Voilà, c'est bon là. C'est rouge, ça va. Donc, je vais mettre mon doigt. Le travail manuel est une partie importante du développement personnel. Bon. Très bon. Non, mais je vous écoutais. Et on parlait de made in ou de fabriquer en France. Bon. Vous savez qu'il y a différents types de marques. Et permettez-moi de ne pas être très sensible au mot fabriqué en France. C'est pas parce que j'ai envie de parler l'anglais. C'est parce que ça nous ramène à la marque de fabrique. Or, la marque de fabrique, dans l'histoire de l'évolution des marques, c'était le début des marques. C'était, il y a une fabrique, on ne disait pas une usine, on disait une fabrique, et c'était la marque de la fabrique, donc ça veut dire que ça certifiait que ça sortait de cette usine-là, et pas d'une autre. Bon. Maintenant, on est passé, vous le savez bien, puisque vous êtes des entrepreneurs, à des notions de marques qui sont plus des agrégateurs de valeur, et qui sont des marques qui, soit sont des marques de qualité, donc c'est pas, ça vient de là, mais ça promet une qualité, ou même un rêve. Bon. Alors, donc, ce qui me paraît embêtant, si on parle uniquement de marques de fabriquées en France, c'est que ça stimule essentiellement les ressorts de la solidarité nationale. Alors, qu'est-ce que vous faites pour le reste de la nation ? Et en particulier auprès de la grande distribution, qui dans l'alimentaire a quand même ouvert les frontières très très vite. On en parle rapidement, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils jouent cette carte-là, parce qu'ils ont peut-être quelque part un sentiment d'avoir accéléré un peu vite l'ouverture des frontières. Moi, j'ai vu des gens qui produisaient des tomates en Bretagne, et puis on leur explique qu'elles sont trop chères et qu'il vaut mieux les acheter partout ailleurs dans le bassin méditerranéen. C'est sûr que... alors maintenant, dans ces mêmes enseignes, il y a des rayons un peu plus marqués français, etc.,
Alors, où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir que je crois qu'il faut passer de la notion de marque de fabrique à la marque de supériorité. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Dire je suis fabriqué ici n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que les gens disent bon, je veux bien donner une aumône de 5% en plus, mais la philanthropie, non seulement ça a ses limites en termes de porte-monnaie, deuxièmement, ça ne fait pas rêver. Or, quelque part, quand vous dites écoutez, moi je suis le seul à avoir, qu'est-ce que vous avez dit, ces filatures de... Les broderies Cornélie. Voilà, c'est quoi? La Parlez-nous-en. broderie Cornélie, si vous voulez, c'est une technique très particulière, Voilà. avec une formation très particulière des D'accord. gens qui travaillent sur ces machines. Mais faites-nous rêver plutôt. Ah ben, exactement, mais c'est tout à fait ça. Non, parce que tout le problème est là. Produit unique. Non, non, C'est un produit unique et c'est une qualité de broderie. Il n'y a pas d'autre technique pour rendre, Voilà. pour avoir ce rendu. Moi, j'ai le sentiment qu'à la limite, peut-être que... parce que quand on prend le fabriqué en Germanie, qui s'appelle Made in Germany. Made in Germany, une partie, comme vous le savez, des ouvriers, vous l'avez très bien dit, sont des Polonais qui travaillent en Allemagne à des prix polonais. Et deuxièmement, quand on regarde des tests objectifs, parce que maintenant, il y a des entreprises qui mesurent tout. Quand on voit les tests objectifs de comparaison de la qualité sur 10 000, 20 000, 30 000 km entre des voitures allemandes et des voitures non allemandes, françaises par exemple, on voit que l'écart c'est extrêmement resserré. Mais on a en tête que c'est mieux. Et ce mieux, il est fondé sur deux choses. Il est largement fondé sur des éléments non prouvés qui sont ce qu'on appelle des croyances et des éléments imaginaires. La roue, vous voyez, la grosse Bertha, l'acier. C'est des choses purement imaginaires qui sont transmises de génération en génération et qui fait qu'on se dit ah, c'est forcément mieux. Donc s'il nous faut, c'est pas de dire fabriqué en France, c'est d'arriver à retrouver le c'est mieux. Moi, dans une vie antérieure, j'avais travaillé avec les gens de la dentelle de Calais. Vous connaissez la dentelle de Calais? Alors, moi, je trouve extraordinaire. Mais ils insistaient moins sur les c'est fabriqué à Calais. On s'en fout si vous voulez Calais. J'ai rien contre Calais, personnellement. Bon, mais en gros, vous voyez le travail, vous dites mais c'est une œuvre d'art, il faut absolument, c'est chef-d'œuvre empirique, il faut absolument maintenir ça. Donc, dans ce que vous m'avez décrit, ce qui m'intéresse, c'est pas que tellement vous nous disiez c'est unique, etc. C'est une œuvre d'art. Il va falloir qu'on mette en valeur du rêve dans nos marques, mais pas un rêve fantasmatique et exagéré comme on sait parfois le faire. C'est de dire, c'est un savoir-faire, c'est plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir, comment dirais-je, parce que le savoir-faire, on est à nouveau dans Je dis les qualités intrinsèques du produit. et la beauté. C'est ça. Et la beauté. Est-ce que vos meubles sont beaux? Ils sont particulièrement beaux. Non, mais c'est important. C'est les plus beaux de la Terre. Non, mais pour rebondir sur ce que vous dites en politique de marque, de marketing, etc., c'est pas à vous que je vais apprendre, parce que vous êtes le professeur ici, mais que dans toutes les décennies ou tous les 15 ans, il y a des changements de position par rapport à la concurrence. Il y avait dans les années 50 un point concurrentiel majeur qui était la qualité. Ensuite, ça a été la réputation. Après, ça a été la différence. Et aujourd'hui, l'axe d'avantage concurrentiel, c'est la préférence. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer vis-à-vis de nos clients la préférence? Et on peut très bien faire de la préférence sur la base de l'esthétique, sur la base de la qualité, sur la base du fabriqué en France, mais il faut créer cette préférence. Et des boîtes comme Apple, même si ça commence un petit peu à décliner, les Allemands, avec les marques automobiles allemandes, savent créer la préférence. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette préférence et qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, nous, ce qu'on valorise, c'est la qualité de nos produits, l'ergonomie de nos produits et le fait que nous, on est des vendeurs de bien-être au travail. Et le fameux label Origine France Garantie, vous étiez le premier, je crois, à l'avoir en avril 2012 sur votre filière. Oui. Vous avez aujourd'hui 15 gammes qui sont labellisées. Ça, c'est un vrai argument pour provoquer cette préférence? Mais quand j'ai communiqué à mes clients à partir de 2007 sur le fabriqué en France, j'avais une majorité de mes clients qui me regardaient avec des grands yeux ronds. J'avais même un client que je ne citerai pas, qui est dans le secteur automobile, qui m'avait dit « Monsieur, tant que vous ne fabriquerez pas dans un pays low cost, vous ne m'intéressez pas ». Donc je me suis permis de lui dire que nous ne partagions pas les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, depuis, il est revenu. Il est revenu lui-même en France, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut absolument assumer ça. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a quand même beaucoup de communication sur le sujet. Montebourg y est pour beaucoup et ça a aussi cet intérêt-là. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas un seul client qui balaie d'un coup de bras cet argument-là. Donc il y a eu considérablement une évolution dans l'attitude et dans cette notion de préférence.
sur le produire en France, Christophe Chevalier, le fait que vous soyez en pôle territorial de coopération économique, donc les fameux PTCE, donc qui réunissent, hein, on le sait, en local, les entreprises, les AMAP, les collectivités territoriales, les acteurs publics, etc. Est-ce que ça permet d'être plus fort pour produire en France? Ça doit être très compliqué quand même, c'est des nouveaux modes de fonctionnement. Oui, mais je crois que ça permet à chaque entreprise non pas de faire tout le temps une œuvre collective, mais de renforcer pour chacun d'entre eux son travail. C'est-à-dire que j'aime bien faire, quand on parle de Toulouse, on dit qu'ils sont pleins à fabriquer un Airbus. Nous, c'est pas du tout ça. On est plein pour que chacun fabrique son produit. C'est-à-dire que un des intérêts des pôles, c'est par exemple, de faire des centrales d'achat sur tous les produits non stratégiques. Alors après, on se regroupe à un peu moins nombreux et on le fait aussi sur des produits stratégiques. Mais moi, il me semble que les PME qui ne travaillent pas avec les gens autour d'eux sur leur territoire sont beaucoup moins en capacité de résister à des crises ou à faire face ou à pouvoir évoluer que des PME qui se regroupent, qui échangent de l'information, qui échangent des machines, qui échangent des achats, etc. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que le pôle territorial de coopération économique est intéressant. Il y a vraiment un premier niveau où chacun est plus fort pour après faire son métier. Ça, c'est le premier niveau. Puis le deuxième niveau, c'est effectivement de se dire qu'il y a certains produits, mais là, si vous voulez, le premier niveau, c'est 60 entreprises sur le bassin de Romans. Le deuxième niveau, c'est par groupe de 2 ou 3 qu'on s'y met. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines chaussures, on s'y met 2 ou 3. Nous, l'avantage concurrentiel qu'on essaye d'avoir, c'est qu'au début, on raconte une histoire, on essaye, et c'est l'histoire du Made in France, du territoire, de tout ça, et on sait que ça suscite l'intérêt, mais que ce n'est pas ça qui va développer l'acte d'achat. L'acte d'achat, on dit qu'on a les meilleurs cuirs au monde, puisqu'on utilise les cuirs de la maroquinerie, qui sont 4 fois plus chers que des cuirs chaussures, mais il n'y a que ça localement, et puis on a des accords avec le tailleur, et donc on met des cuirs Hermès, Vuitton sur des chaussures. Et c'est ça qui fait que les gens achètent, mais c'est parce qu'on leur a raconté l'histoire de la chaussure à Romans et de son renouveau qu'ils se sont intéressés à nos marques, pour répondre aussi à la question. Merci, je vois que l'heure tourne et on va ouvrir le débat. On va vous ouvrir le débat. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 45 minutes d'échange avec nos 4 intervenants et avec vous. Donc voilà, c'est vraiment le temps de vos questions pour approfondir des points, pour débattre. Qui veut se lancer sur la première question? Madame, je vous demandais de vous présenter, comme ça on... Anne-Marie Sargaille, Institut français du design. Et je me suis beaucoup habillée en Chacoq quand j'étais jeune, j'étais bien heureuse. Je voudrais savoir, quand vous êtes passé de la chaussure, vous avez dit on ne fait plus de chaussures, on ne fait plus de produits, on fait quoi? Alors, c'est quoi ce qui n'est pas la chaussure? Vous avez dit on ne fait plus le produit, on fait des accessoires, on fait ou des éléments, des composants de la chaussure? Non, j'ai mal compris. Non, on fait des chaussures. Quelle différence avec avant? Alors, je disais que avant, c'était de l'industrie de la chaussure. Tout ou partie de la chaussure était fait à l'étranger, c'était souvent piqué à l'étranger. Et globalement, pour faire une chaussure, il fallait 40 personnes dans un atelier. Chacun faisait un tout petit geste avec une machine, ce qui fait que c'était très simple de délocaliser puisqu'on prenait le cadre, les machines et on formait n'importe qui à ce petit geste. Aujourd'hui, au contraire, on fait une chaussure de A à Z avec 3 ou 4 personnes. Il y a 80 opérations pour faire une chaussure. Ça veut dire que chaque personne a appris 20 gestes. Donc non, on fait bien des chaussures. J'ai dû mal m'expliquer. Vous avez parlé de petites séries, non? Oui, c'est-à-dire que, un exemple, il y a une marque qui s'appelle Dessine-moi un soulier. C'est une marque qui marche par Internet ou globalement pour les femmes, des chaussures qui sont dans un créneau de prix entre 300 et 400 euros, donc ce n'est pas tout à fait les entrées de prix. Par contre, les gens construisent quasiment de A à Z leurs chaussures, et donc ils ont le choix entre 10 formes, 40 coloris, plein de kikis, etc. Donc nous, on en a fabriqué 1 millier pour l'instant, et on n'en a jamais fait 2 pareils. Et donc là, pour faire un produit comme ça, c'est pas automatisable, on peut pas faire des machines et on peut pas aller en Chine parce que entre le moment où on clique et on paye et le moment où on attend sa chaussure dans la boîte aux lettres, il doit se passer moins d'un mois et demi. Et donc si on n'est pas dans des processus de fabrication un peu manuels, un peu de proximité, on n'y arrive pas. Donc voilà, on est plutôt sur des choses comme ça. Et pour tout vous dire, pour arriver à faire cette chaussure, elle est cousue dans un atelier à côté et montée chez nous.
Sinon, on n'y arrive pas non plus. Donc voilà, on fait des petits bouts comme ça, mais plutôt en mécanisant le moins possible et donc en étant en capacité de travailler sur des petites niches. Nous, on fait le pari qu'il y a plein de niches qui vont grossir parce qu'on a de moins en moins envie d'avoir tous la même chaussure. Et donc, il y a des enjeux par rapport à ça. Madame, je crois que vous aviez une question. Oui, je voulais poser une question à Monsieur Capferrer. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez impressionné par l'Italie. C'est Françoise Bernon, le labo de l'ESS. Vous disiez que vous étiez impressionné par l'Italie parce qu'ils sont organisés par région et vous avez dit le mot cluster, en cluster. Donc pour moi, c'est une signification bien particulière et Christophe a bien expliqué dans le cadre de l'ESS comment sont développés les pôles territoriaux de coopération économique. Donc est-ce que ces acteurs coopèrent entre eux réellement pour développer leur activité, ou est-ce que ce sont des territoires où simplement, je dirais entre guillemets, ce sont des acteurs qui se cohabitent, voilà, ce qui n'est pas tout à fait la même logique. Non, c'est pas un agglomérat géographique concentré. Non, bon, je visitais récemment une entreprise qui s'appelle Poltrona Frau, qui est très intéressante. Bon, et dans la région, il y a... alors, effectivement, c'est ceux qui s'en sortent le mieux parce qu'ils ont choisi la stratégie la plus haute. Mais il y avait un endroit où j'aurais pu en visiter 50 autres autour. Et c'est évident qu'il y a des échanges. C'est pas simplement des gens qui habitent les uns à côté des autres. Maintenant, quel est le degré d'intégration, quel est le degré de... Je dirais, puisqu'on parlait de politique industrielle, c'est pas mon domaine, donc je ne sais pas, mais vous pourriez l'investiguer. Enfin, moi, je peux vous répondre dans notre domaine. Hein. Par exemple, nous, au niveau de l'imprimerie, donc ça se passe principalement dans le bassin de Como, et il y a des investissements très importants à faire sur des nouvelles technologies. Donc on est passé assez récemment des techniques d'imprimerie traditionnelles au numérique, en quelque sorte, ce qui nous a fait beaucoup de mal, puisque développer des techniques d'impression traditionnelles, c'était extrêmement coûteux. Pour vous donner une idée, un cadre, c'est 400 €. Quand vous avez 26 ou 64 couleurs sur un dessin, c'est autant de cadres. Et il vous faut des usines très grandes, etc. L'inject, vous n'avez plus de limite quasiment dans le nombre de couleurs. C'est l'impression numérique. Et ça a donné accès aux imprimés multicolores à beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément des savoir-faire. Bon, ces machines d'inject, au début, vous faisiez quelques mètres à l'heure. C'était très lent. Et puis maintenant, la technologie avance et donc il y a ce type de machine qui débite un certain nombre de mètres à l'heure, voire la minute maintenant. C'est très coûteux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont regroupés, ils ont investi ensemble dans ce matériel et ils se partagent ce matériel. Ce qu'on ne voit pas du tout en France. Du tout. Madame. Alors, c'est une question de curiosité. Vous nous avez parlé de ces étudiants étrangers, M. Capferrer, qui viennent à HEC. Pourquoi? Est-ce que j'imagine que vous n'avez pas pu vous empêcher d'aller publier la question? Oui, c'était un mystère pour moi d'ailleurs. Non. Bon, on a quand même fait quelques études. Alors, premièrement, les étrangers, et là je parle aussi d'un Chinois, d'Indiens, de gens d'Amérique du Sud, on a quelques Américains et Canadiens. On n'a pas forcément une copine ici, donc c'est à peu près c'est un choix objectif. Alors, les étrangers, en fait, quand ils décident de faire leurs études en dehors de leur pays, font un premier choix, c'est États-Unis ou Europe. Et donc déjà, il y a ceux qui vont aux États-Unis, voilà, bon, et moi-même j'ai fait mes études à Chicago, donc j'ai fait partie de ceux qui étaient attirés par le modèle américain. Et donc il y a déjà ceux qui vont aller aux États-Unis. Il y a les Indiens qui vont aller aux États-Unis, les Chinois qui vont aux États-Unis, l'Amérique du Sud. Et puis il y en a qui disent, ah non, mais le modèle américain, on connaît, il a ses limites, etc. On va aller voir en Europe. Et en Europe, le fait est, c'est qu'il y a une certaine opacité. Alors, ils se comportent après, soit ils utilisent Internet, ils regardent ce qu'on appelle les ratings, c'est-à-dire plein de noms qui n'ont aucun sens pour eux, donc il y a un chiffre à côté, 1, 2, 3, 4, 5, et ils disent, je vais postuler dans les 5 premiers, je ne sais pas ce que c'est, etc. Ça, c'est un mécanisme qui est nouveau, qui est rendu possible par les ratings, hein, c'est comme le vin, on n'y connaît rien, il y a une note, il doit être bon puisqu'il a une bonne note. Et ça, on n'a pas connu ça de notre temps. Alors, c'est pas la marque, là, c'est le produit évalué par d'autres. Et deuxièmement, il y a l'attirance d'un pays. Donc, c'est pas HEC, je vous rassure tout de suite. Hein. HEC n'a réussi à importer des gens que parce qu'on a ouvert des bureaux dans les pays et qu'on fait passer des entretiens et qu'on sélectionne sur place. Donc, tant qu'on ne va pas au Brésil, en Chine, en Inde ou n'importe où au Japon pour
pour à un moment donné dire pendant 8 jours on reçoit les postulants et à la fin on vous dit si vous passez ou si vous passez pas, il n'y aurait personne. Donc je reviens, donc il y a États-Unis ou Europe, et au sein de l'Europe il y a quelques pays qui attirent, il y a essentiellement l'Angleterre pour tout ce qui est finance, et la France a un gros potentiel d'attraction. On le découvre, il y a beaucoup de gens qui veulent venir en France, et ça, bon, et moi à titre personnel, c'est vrai que je me suis posé la question à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire enseigner à 85% de gens qui ne sont pas français? Parce que le management, ils ne viennent pas entendre le management à la française, c'est qu'ils ne sont pas venus ici entendre que fait Michelin, que fait Vinci et que fait Danone. Bon, ils ne sont pas venus ici entendre la messe. Ils sont venus entendre un discours managérial en France, et fait probablement par des professeurs internationaux. Donc vous voyez un peu le paradoxe, ils veulent de la marque France, ils veulent de la culture France, ils veulent tous les éléments de rassurance de quelque chose qui est encore la 5e ou 6e puissance mondiale, mais on ne leur demande pas d'apprendre à parler le français, ils veulent avoir un produit réexportable en termes de savoir-faire, et quelque part, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, quand on se met à douter de notre pays, il a encore un potentiel d'attraction énorme auprès de jeunes qui représentent normalement le futur, si vous voulez. Et ils ne viennent pas faire une école spécialisée de technique, de cinéma, parce qu'ils aiment la nouvelle vague, etc. Voilà. Bon, donc est-ce que j'ai répondu à votre question? Et Paris, c'est pour la notoriété? Non, Paris, non, c'est parce que nous avons 2 copies, une à Montréal et une à Lausanne, et parce que HEC est un nom générique, il ne peut pas être déposé. C'est comme École supérieure de commerce, si vous ne mettez pas École supérieure de commerce de Paris, c'est pas déposable. Voilà. Bon, c'est Orange, vous voyez, Orange ou Pomme, ne peut pas déposer le mot Pomme, sauf si vous vendez des ordinateurs. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Paris, c'est pour redonner, et parce que nous pensons que plus le monde est local et global, plus il y a une prime à la localisation. Mais la localisation, ça ne veut pas dire forcément made in. Je m'explique. Quand vous achetez des Nike, vous pensez aux États-Unis. Vous achetez un Apple, mais vous ne pensez pas qu'il est fait en Corée ou à Hong Kong, même s'il l'est en partie, ou en Chine, vous dites que c'est une marque américaine. Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a une différence, et on pourra revenir dessus, entre la marque France, qui est l'imaginaire attaché à un pays. Voilà. Par exemple, on achète des produits Samsung, mais il n'y a pas de marque Corée. La marque Corée, j'enseigne en Corée, elle est vide, on ne sait pas, on voit de temps en temps de gesticulation au nord, mais le sud, on n'entend jamais parler. Bon, en revanche, on sait ce que c'est qu'un Samsung. Et bien là, on va dire que, un peu, en France, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une marque France qui fonctionne énormément à l'étranger, parce qu'ils ont tous lu Zola, ils ont tous lu Victor Hugo, donc on leur a raconté la France dès qu'ils avaient le plus jeune âge donc ils ont entendu parler de notre pays énormément au moment où ils se forgeaient leur représentation du monde. Bon. Maintenant, le produit France, en particulier dans mon domaine modeste, qui est dans le management, ils attendent un produit international. Merci, madame. C'est toujours par rapport. Ah, mais je suis désolé, mais c'est eux qui sont l'avenir de la France, c'est pas moi, c'est eux. Donc, Je parle d'HEC en tant qu'entreprise, avec justement les ratings dont vous avez parlé. Oui. Bon, moi, j'ai fait il n'y a pas si longtemps un MBA d'HEC. félicite. Et donc, on m'a expliqué qu'avec les ratings qui sont faits aux États-Unis, notamment par la Harvard, HEC a perdu son identité. Et d'ailleurs, vous dites que les étudiants étrangers ne viennent pas chercher HEC, ils viennent chercher l'Europe. Et c'est dommage parce que moi, je pense que HEC, en tant que Made in France, avait son propre produit qui est obligé aujourd'hui de s'aligner sur les ratings internationaux. Donc, c'est du... Mais même le Bordeaux le fait, madame. Même le Bordeaux le fait. Donc, ma question, en fait, c'est, vous, en tant que professeur, je sais qu'il y a 70% au moins de professeurs étrangers. 65. Voilà. Donc, on m'a dit 70 à la fois, mais bon, c'est un peu ça ne change exagéré. pas grand-chose. C'est un prof d'HEC. Non, mais je me suis renseigné avant de venir. Étrangers. Comment vous, en tant que, dans cette boîte-là, justement, en tant qu'enseignant, vous arrivez à faire passer le message à vos étudiants sur qu'est-ce que ça peut être plus tard dans l'avenir, le Made in France, dans un contexte international où soi-même, sa propre boîte, s'est alignée totalement sur un rating international sans garder son cœur de métier. Je pense qu'on peut faire les deux, à mon avis. Garder son cœur de métier et aller sur l'international. C'est pas évident, hein. Je pense qu'HEC a aussi ses difficultés financières. Mais voilà, le challenge, en tout cas, pour former les entrepreneurs de demain, les dirigeants de demain, comment vous, étant déjà dans ce contexte-là, quelle stratégie vous pouvez avoir, quelle marge de manœuvre? Ouais. Alors, je vais être rapide parce que, après tout, notre problème est modeste par rapport à celui des entrepreneurs qui sont à ma gauche. Ce que je voudrais dire, c'est que, enfin, il y a un lien. C'est que je pense qu'on va s'en sortir par l'excellence.
C'est-à-dire que nous avons une conception de l'excellence et on n'a pas été dire que fait Columbia, que fait la London Business School, etc. Donc on les benchmark pour voir si on n'est pas en retard. Et par exemple, les Anglais sont très rapides à mettre des cours de responsabilité sociale tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'un truc sort, hop, on fait un cours dessus. On n'attend pas que ce soit vraiment une demande collective pour faire des cours. Donc on a appris d'eux qu'il faudrait peut-être saisir les choses dès qu'elles émergent. Et par exemple, la problématique qui sont les nôtres aujourd'hui. Bon. Deuxièmement, on ne se change pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même 35% de professeurs qui sont français et quelque part, mon mode d'enseignement n'a pas changé. Je veux dire par là qu'à un moment donné, le produit Cap Ferrer, c'est le produit Cap Ferrer et le produit de mes collègues, etc. Et à un moment donné, le succès de cette école, il est aussi fait non seulement des cours qu'il y a, et donc est-ce que ces cours sont à jour par rapport aux problématiques d'entreprise, ou est-ce que c'est l'enseignement du management il y a encore 8 ans, donc vous avez une attente. Et là, c'est du produit. Hein. Est-ce que le produit est à jour? Deuxièmement, est-ce que ces gens-là sont tous top? Maintenant, est-ce qu'ils sont différents de leurs collègues de Columbia ou de Londres? Je ne crois pas que ce soit le problème. L'important, c'est l'expérience que vous avez eue pendant 1 an et demi. Est-ce que vous aviez le sentiment, non pas d'avoir un enseignement à la française, mais d'avoir un enseignement frontière? Et je crois que ça va nous ramener à ce que je voulais dire, c'est que l'enjeu des marques qui sont à ma gauche, c'est d'être des vraies marques. Et pas parce que le fait de dire Made in France ou fabriqué en France ne sera jamais suffisant pour faire rêver et pour justifier le prix capable de soutenir les enjeux financiers qui nous ont décrits. Donc si on ne booste pas ces marques, et le fait que c'est pas de communication est un problème, et je le comprends tout à fait. Donc pour moi, à un moment donné, le Made in, c'est quand on dira, mais Chacoq, vous savez pas que c'est fait en France, c'est comme ça que le Made in France va prendre sa valeur. Mais si on l'agite, vous voyez, comme un drapeau ou un chapeau rouge, on va pas loin. Hein. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, ça ne crée pas du rêve. On est dans la philanthropie, on est dans il faut se serrer les coudes, les gars. Bon, un pays très individualiste, c'est pas terrible. Merci beaucoup, monsieur. Après vous. Bonjour, merci. Grégory Jean, je suis coordinateur de Roule Mafrit 17. J'ai 2 questions. Sur la partie formation, vous avez parlé donc des savoir-faire, Madame Gratteau. Est-ce que du coup, demain, dans votre plan de développement stratégique, potentiellement, vous pourriez prendre cette place? Alors peut-être pas devenir organisme de formation, mais travailler avec d'autres acteurs pour contribuer à l'évolution des métiers. Et dans le même sens pour vous, Monsieur Chevalier, est-ce que sur la vente de ces nouveaux produits, ça a impliqué un discours commercial ou marketing un peu innovant? Et si oui, dans quelle direction est-ce que c'est allé? Et un dernier point concernant le recyclage des produits, Monsieur Gruau, juste à votre place, physiquement, dans la conférence d'avant, c'était Monsieur Millet, fabricant de fenêtres, d'installations, qui a beaucoup insisté sur la démarche éco-conçue de ces produits, c'est-à-dire que dès le départ, le penser pour que demain, sortie puisse être recyclé. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et si oui, est-ce que c'est un avantage stratégique? Pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça le devienne? Alors moi, j'aimerais changer ma question avec la vôtre. Non, mais parce que alors là, vous êtes la reine. Moi, je travaille avec des sous-traitants, j'ai pas d'usine. Donc, il appartient à mes sous-traitants de former ces personnes-là. Par contre, je forme ceux qui distribuent, les équipes de vente. Donc nous, comme on a notre plateau de création et qu'on va vraiment jusqu'au prototypage, j'insiste parce qu'il y a très peu de maisons de prêt-à-porter haut de gamme en France aujourd'hui qui ont vraiment un plateau de création totalement intégré. Donc les stylistes, les modélistes, les premières mains modèles, les agents des méthodes, les agents des procédés, etc. On fait venir nos équipes de vente 2 fois par an à notre siège social et on les forme. On les forme d'abord d'un point de vue de la création et du style, et donc le rêve, comment on va vendre le rêve, et ensuite on les forme aux techniques. On fait même des formations avec des bandeaux où on leur fait toucher des matériaux, etc., pour qu'ils arrivent à reconnaître des matériaux. Qu'est-ce que c'est des techniques d'inject? Qu'est-ce que c'est de l'impression traditionnelle? Qu'est-ce que c'est que de la broderie Cornélie? Qu'est-ce que c'est des techniques de jacquard? Avec combien de fils on travaille? Qu'est-ce que c'est qu'une matière? Quels sont les différents types de matériaux, etc. Parce qu'il faut vendre effectivement le produit, il faut l'expliquer, il faut informer le consommateur. Donc nous, on fait beaucoup de formations là-dessus. Oui. Donc moi, je réponds sur la formation, hein, j'ai bien compris. Alors bizarrement, effectivement, nous, on a dû énormément investir dans la formation parce qu'au pays de la chaussure de luxe, il n'y avait plus personne qui savait faire une vraie chaussure. C'est-à-dire que quand on a embauché, par exemple, un gars qui avait 30 ans d'usine chez Jourdan, donc le top, il a mis pendant 30 ans les contreforts arrière des chaussures. Point. Donc, au pays de la chaussure, il a fallu qu'on débauche des gens qui étaient à la retraite pour venir nous expliquer à nouveau comment on faisait de la chaussure. Donc on a énormément investi là-dessus.
parenthèse, c'était en plein débat sur le truc de la retraite. Nous, on débauchait des retraités pour les remettre au boulot, on avait l'air malin. Et à la fin, il y a quelque chose qui nous fait énormément avancer, c'est qu'il y a quelqu'un des coopératives sociales italiennes qui est venu travailler chez nous et qui, lui, avait ce savoir-faire beaucoup plus général. Voilà. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'on défend en termes marketing cette idée du savoir-faire romanais. Il se trouve que c'est un Maghrébin qui ne parle pas le français, qui a travaillé 30 ans dans les coopératives sociales italiennes, qui vient relever le défi du savoir-faire romanais, etc. Donc, voilà. Ça veut dire, entre autres, que on doit et on a passé beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur cette question de la formation. Donc sur la partie recyclage, donc, nous, dès 2010, on a voulu créer une filiale pour recycler le mobilier de bureau. Puis après, dans le cadre de Grenelle et de l'environnement, etc., la réglementation est sortie sur ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc des éco-organismes ont été créés. Donc nous, on est à l'initiative de l'éco-organisme. On est actionnaire, j'en suis administrateur, qui s'appelle Valdelia et qui, depuis le 1er mars dernier, récupère, recycle l'ensemble du mobilier du bureau qui est en fin de vie. Donc la boucle est bouclée, ça fait partie de l'ensemble des éco-organismes qui petit à petit se construisent sur les différents secteurs d'activité. Sur l'éco-conception, c'est majeur pour nous dans notre politique de développement durable. Nous, on s'est fixé 4 objectifs par pilier du développement durable, et sur la partie environnementale, on a un objectif qui est lié à l'éco-conception. Alors l'éco-conception, c'est très technique, donc ça va immédiatement dépasser mes propres compétences, mais vous voyez, c'est des sujets qui sont très très compliqués, où on parle d'eutrophisation, d'acidification, d'épuisement des ressources, de machin, etc. Donc il y a des logiciels qui existent. Donc nous, on utilise un logiciel qui s'appelle CIMAPRO, et à chaque fois qu'on développe un produit, on calcule un rating. Et de façon très concrète, vous voyez, le rating, c'est des euros, c'est par euro de chiffre d'affaires. Donc en 2012, on était à 8,14. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 7,36 à l'horizon 2015. Donc ça passe par le choix des matériaux, ça passe par la séparabilité des composants de nos produits, ça passe par l'origine et la traçabilité de tous nos sous-traitants. Donc on regarde ça à chaque fois qu'on développe un nouveau produit. Et ce qui nous permet d'être cohérent dans le bouclage de la boucle, du fameux cradle to cradle, où dès l'éco-conception, on s'intéresse à la recyclabilité du produit à la fin. Monsieur, je crois que vous avez une question. Tout d'abord, je suis très étonné par la qualité des interventions. Et je trouve ça remarquable, ce débat est d'un très haut niveau, donc je suis très intéressé. Félicitations aux intervenants. Je suis corrézien d'origine et je voudrais poser une question à Christophe Chevalier. On parlait de fromage. Sur une question qui m'interpelle depuis longtemps. Nous avons beaucoup de troupeaux de vaches en France. Et on nous dit que la qualité du cuir française est inférieure à la qualité du cuir, entre autres italienne d'ailleurs. Un homme politique dont je n'ai plus le nom en mémoire ayant dit que c'était les barbelés qui abîmaient le cuir des vaches françaises. Alors je voulais savoir pourquoi, d'abord, sur le marché du cuir, le cuir français, t'as presque lancé, au niveau des agriculteurs, cette filière cuir n'est pas valorisée en France. Et deuxièmement, est-ce qu'il existe réellement une différence de qualité entre le cuir français et le cuir italien ou d'autres? Il semble aujourd'hui que les choses aient un peu changé, puisque le cuir français semble extrêmement valorisé, et les dernières tanneries françaises sont aujourd'hui rachetées par les gros maroquiniers pour être sûrs de continuer à avoir le cuir dont ils ont besoin et la qualité dont ils ont besoin. Aujourd'hui, d'après les tanneries Roux, qui est un dernier fleuron français qui vient d'être racheté par Vuitton et qui était le dernier tanneur à Romans, le cuir était encore il y a 15 ans quasiment un déchet, et aujourd'hui son prix a été multiplié de manière très très importante. Et donc, a priori, eux, ils défendent l'idée, ils ont su le faire passer chez Hermès, chez Vuitton,
le fait que les veaux français produisaient bien le meilleur cuir. Alors c'est vrai qu'il parfois il y a des barbelés, et nous on adore parce que quand il y a une peau qui a un petit coup de barbelé, Hermès il peut pas faire son sac, et nous on peut découper des bouts de chaussures, donc on l'achète moins cher. C'est vrai, donc C'est sérieux cette histoire de... Parce que les non, mais certains agriculteurs m'ont dit que c'est complètement bidon. non, je pense que vraiment, il y a un vrai souci aujourd'hui d'approvisionnement avec des peaux françaises pour les tanneurs. Donc ça a été valorisé, je ne vous dirai plus les chiffres, mais ça a été multiplié les appros. Et ça représente aujourd'hui 50% des achats et des coûts d'une tannerie. Donc c'est énorme. Et effectivement, on constate qu'il y a des veaux qui se sont un peu blessés. Et ça fait le bonheur des chausseurs. Mais le lobby électrique a transformé les barbelés en fil électrique, non ? Oui, peut-être. Nucléaire. Merci pour ces précisions tout à fait intéressantes. Ah, oui, monsieur. Oui, moi j'ai une question que vous n'avez pas du tout abordée, j'ai l'impression un peu vous, je suis Jean-Luc Fessard, je travaille pour l'hôtellerie et la restauration en tant que journaliste. Et j'ai l'impression que vous avez un projet de faire du fabriqué en France, mais avec l'intention de le vendre dans le monde entier. Alors est-ce que vous avez des filières quelque part particulières justement pour vendre dans le monde entier? Parce que c'est bien de le fabriquer en France et qu'on sache que ça existe. Mais après, comment vous exportez, comment vous vendez? Parce que vous ne l'avez pas évoqué ou très peu par monsieur qui veut partout. Laure, vous voulez prendre la première C'est vraiment, ça fait partie des problématiques des marques. C'est comment on s'exporte. Et là, encore une fois, on parlait des mesures gouvernementales qui pouvaient être prises en fonction des pays. L'aide à l'export, elle est plus ou moins importante. Donc nous, on a des salons professionnels. Après, vous trouvez des distributeurs pour vendre votre marque. Mais ce que je regrette au sein des salons, c'est que la façon dont la marque France est mise en avant, pour moi, n'est pas la bonne. Et les mises en avant? Alors ils vont faire un petit coin avec une tour Eiffel pour entrer. Enfin, voilà. Les 3/4 des marques qui sont à l'intérieur sont des marques qui ne font pas fabriquer en France. Enfin, les 3/4, on va dire 95%. Et donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut un discours avec du sens parce que le consommateur, c'est ce qu'il cherche aujourd'hui. Il cherche du sens. Qu'est-ce qu'il veut sur la... Oui. Moi, c'est en devenir, puisque j'exporte 1% de mon chiffre d'affaires à ce stade. Mais fort de ce qu'on a pu faire en France, puisque quand on a commencé à s'intéresser au Made in France, il y avait 40% du mobilier de bureau acheté en France qui était fabriqué en France, 60% importé. Donc grâce à notre action et à d'autres, aujourd'hui c'est 50% du mobilier de bureau qui est vendu en France, qui est fabriqué en France, dont nous. Et donc fort de cette expérience, on veut maintenant valoriser la marque France. Mais comme notre métier, je le répète, c'est le bien-être au travail, c'est aussi la qualité de vie à la française. Donc Monsieur Cafferer le rappelait tout à l'heure, il y a une vraie image de la qualité française. Et dans le métier qui est le nôtre, qui est celui des espaces de vie, la qualité de vie à la française, ça parle aussi à l'étranger dans certains pays. Et en valorisant ça, on a par exemple cette année gagné une grosse affaire, je pense la plus grosse affaire pour les 5 années à venir, au Sénégal, sur le siège de Sonatel, qui est donc le Orange sénégalais. Et ce qui a fonctionné, c'est la qualité des produits, le fait qu'ils soient fabriqués en France, et qu'on a valorisé un environnement de travail à la française. Donc ça a fonctionné, et on capitalise là-dessus. Nous, on est plutôt sur le Made in France avec circuit court de production et de distribution. Donc on n'est pas du tout sur les stratégies d'export. Une autre question. Est-ce que je peux me permettre de réagir à ce que vous avez dit? Vous savez qu'en droit, la marque, il y a le principe de spécialité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une marque sur tous les secteurs, tous les produits, vous êtes une marque là où vous avez vraiment un avantage. Par exemple, si on vous dit vous allez manger allemand, on ne vous dit pas chic. Alors que si vous dites donc la marque Made in Germany, elle ne fonctionne pas dans l'alimentaire, sauf quand on a très froid. En revanche, elle marque très bien dans la mécanique et l'automobile. Et ce que j'ai aimé dans votre intervention, c'est qu'en réalité, vous avez démontré que vos marques n'exploiteront la marque France que si elles rentrent en résonance
avec le cœur de la marque France. Et vous avez dit, moi, ce que je vends, c'est du bien-être au travail et des qualités de vie. C'est ça, la marque France à l'étranger. Donc, tant qu'on est proche de ça, il y a un effet 1 + 1 = 3. Si on s'en éloigne et qu'on vend des tomates bon marché ou du poulet industriel brandé France, c'est sûr que là, il y a un problème de fond. D'abord, on dénature la marque France, et en plus, ça ne sort pas les individus du sujet, puisque de toute façon, ils sont battus par des couleurs encore moins chères. Donc, je trouve intéressant, c'est de dire la marque France, on va la voir comme une enclume, mais encore, il faut que le marteau corresponde à l'enclume, vous voyez. Si vous avez un mauvais marteau, ça ne vous sert à rien. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Madame. Oui, Laure Oswald. Je voulais juste intervenir sur cet aspect. En fait, tout ce que vous nous avez dit depuis le début, c'est que vous avez besoin tous d'une ombrelle forte France. Produire en France, c'est aussi qualité française, c'est qualité de vie à la française, c'est le rêve à la française, c'est l'image de la... Qu'est-ce qui aujourd'hui travaille dans nos instances politiques, gouvernementales, économiques ou autres sur l'image France? On a parlé du travail de l'identité nationale, on ne va dire pas là-dessus, mais l'image qu'on peut exporter et sous laquelle vous tous, producteurs qui avez la citoyenneté et l'envie de produire en France, pouvez vous battre. Parce qu'on parle de l'image France, Jean-Marie Cafferin parle de l'image France, mais c'est quoi? Qui est-ce qui travaille dessus? Qui travaille sur un contenu de valeur qualitative, d'excellence, vous parliez de préférence, vous parliez de... c'est quoi? Je vais être... Fédérer là-dessus. Je vous challengerai, madame. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de la marque France. Il y a plein de gens enfin, non, ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin de la marque France parce qu'elle entre en résonance avec la promesse de leur marque. Donc ça fait un effet de résonance, c'est une chambre d'écho. Ils pourraient très bien produire à l'étranger. Lacoste, qui est la marque française la plus connue au monde dans le côté textile, casual, sportswear, etc., il n'y a plus grand-chose de fabriqué à Troyes, je pense. Même la 12-12 ne l'est plus. Peut-être les cachemires le sont encore, etc. Donc la politique a été délibérée, il y a une usine au Pérou, il y a une usine au Chine, etc. Donc, mais en revanche, pour un Chinois, il achète français. Il achète français. Donc les gens de Lacoste ne sont jamais embêtés à relocaliser, ça va complètement. Pour vous reprendre, il achète français, il n'achète pas du produit forcément, ou du fabriqué. Non, mais il achète l'imaginaire, il achète... Absolument. Alors, qui fabrique la France? C'est Louis XIV, Victor Hugo, le champagne, le foie gras, le Bordeaux, etc. Il faut bien voir une chose, c'est que nous exportons... Et le mobilier. Non, mais... Et le mobilier, a dit le monsieur. Vous pouvez oublier le comité Colbert. L'histoire de France, c'est notre meilleur ambassadeur parce que l'histoire de France est apprise à travers soit la littérature, soit effectivement l'histoire elle-même, etc. Les Chinois, ils ont peut-être plus lu Victor Hugo que nous, etc. Et Victor Hugo, il parle pas uniquement de la lutte des classes, etc. Deuxièmement, quand ils viennent en France, ils visitent immédiatement, Versailles, etc. Donc, c'est pas un hasard d'ailleurs si nos marques de luxe reposent sur cette notion de tradition et d'héritage. On n'est pas un pays qui part de zéro. On n'est pas la Corée. La Corée va se battre. L'image de la Corée va se faire par les Samsung, etc. Mais nous, notre image, elle est déjà là largement. Sûrement, elle n'est pas très technologisée. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas très technologisée. Elle est très sur, un peu comme la Tour Eiffel, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois superbe, technique, mais pas forcément très high-tech, etc. Ça n'empêche pas de vendre des Rafales. Ou en fait, peut-être oui, ça empêche d'ailleurs. Ok, voilà. Il y a quelque chose qui empêche. Non, c'est pour vous dire que l'image d'un pays, elle est faite sur 10 ans, 15 ans. Non, mais pour répondre, allez-y. Pour répondre à la question, je reprends ce que dit monsieur. Effectivement, on n'a pas besoin, on a besoin de personne, et heureusement, parce que sinon on serait vite déçus. Donc on se débrouille, mais par contre on valorise quelque chose, et par rapport aussi à une période de crise, et je parlais tout à l'heure de la citoyenneté, parce que dans cette période-là, il y a besoin d'avoir une prise de conscience de tout le monde par rapport aux emplois. Mais à l'export, pour répondre à votre question, il y a Arnaud Montebourg et Nicole Bric qui travaillent avec Ubifrance sur la promotion de la marque France. Mais comme l'a dit Madame Crato, le problème c'est que c'est une tour Eiffel et on est sur des leitmotifs qui sont assez désespérants. Ce dont on a besoin, si on a besoin de quelque chose, c'est de se benchmarker avec les Allemands. À l'export, les Allemands, comme on dit, ils chassent en bande. Nous, on est avant tout concurrents entre nous. Et comment est-ce qu'on fait avec l'aide des pouvoirs publics? Il faut
produire pour, comme comme les les Allemands et Allemands, vendre comme les chasser en bande et conquérir des marchés à l'étranger. Il y a des grandes sociétés comme Areva, par exemple, qui, sur un grand projet, vont mettre en concurrence avec n'importe quelle société, ils ne vont pas jouer la préférence française. Siemens ne fera jamais ça. Ils travailleront tout en ligne avec une chaîne opérationnelle allemande. Donc c'est cette prise de conscience, il faut qu'on travaille tous ensemble pour développer l'expérience. Non mais moi je voudrais donner un exemple qui est flagrant dans notre métier en ce moment. Il y a des formes de galeries Lafayette qui sont en train de s'ouvrir en Chine. Ils cherchent des marques françaises. On est démarché individuellement comme ça, au hasard, de leur promenade. Comment on n'a pas pu s'emparer de ça pour avoir une vraie proposition, une offre de façon groupée avec quelque chose qui soit vraiment construit, intéressant, etc. Ça semble incroyable, quoi. L'heure tourne, monsieur. On va prendre une dernière, avant-dernière question. Ouais, non, rapidement, donc Olivier Menu. Je m'occupe des entrepreneurs également. Et moi, j'étais intéressé par le débat aussi, que j'ai trouvé passionnant aujourd'hui. La question que je me suis posée, si vous voulez, c'est la suivante. Lorsque monsieur Capferrer parlait tout à l'heure de le rêve, la France fait rêver avec son histoire et tout ça. L'Allemagne, qui est bien devant nous, j'allais dire en commerce international, elle fait rêver sur quoi? Sur son identité actuelle, quand on pense à l'Allemagne. Ah ben personne n'est allé en Allemagne. L'identité, c'est pas forcément l'identité actuelle. Oui. Et voilà, je ne parle pas de la réalité. Voilà. La réalité est très différente de l'identité. Si je dis ça, monsieur, c'est pour une raison très simple, c'est que on ne peut pas s'échapper non plus de la réalité concrète, je crois. Et je crois qu'il faut, pour que les entreprises françaises se développent, il faut quand même autre chose que du rêve. Et il faut un certain nombre de choses qui dépassent le fait de dire on produit uniquement en France. On a parlé de produire en France, il y a aussi le vendre français. Est-ce que c'est un concept intéressant? Ou est-ce que vous dites apparemment les industriels ici? J'ai l'impression qu'au niveau de la vente, et ça commence dans les écoles de commerce, il se trouve que je suis un produit de ces écoles-là, je peux vous dire que la vente, ce n'est pas le domaine sur lequel on s'est penché le plus pendant nos études. En France, la vente, on ne s'en occupe pas vraiment. L'anglais, quand on se balade à l'étranger, on se rend compte que le français n'est quand même pas le meilleur multilinguiste qu'on peut rencontrer. Lorsqu'on rencontre un Allemand de base, un entrepreneur moyen du fond de la route ou de la Bavière, sauf que j'ai travaillé en Allemagne pendant 5 ans, je peux vous assurer qu'ils parlent tous anglais. Alors, ils ne connaissent pas l'anglais comme l'anglais, mais ils ont le vocabulaire suffisant pour faire du commerce. C'est vrai pour le hollandais et un certain nombre de pays. Donc je trouve que de parler que du produit français, si on le déconnecte de la partie vente, je pense que c'est une erreur, parce qu'en Allemagne, je ne suis pas certain, même Vincent, je ne suis pas certain qu'on produise mieux en Allemagne qu'en France. Je suis convaincu qu'on vend 10 fois mieux en Allemagne qu'en France. Et qu'en posant le problème uniquement du produire en France, sans poser le problème de la vente, je pense qu'on a oublié un énorme chaînon de la chaîne. Enfin, c'est une question que je vous pose en même temps. Est-ce qu'il y a de l'excellence que dans le haut de gamme, ce qui est le cas de vos produits? Non, je ne suis pas dans le... Moi non plus. Mais, Moyen. 400 €. Non. Nous, notre gamme, elle est entre 120 et 200. Moi, je suis au prix moyen du marché, donc je suis ni Ikea, ni Knoll, pour citer des grandes marques. C'est une consonance allemande? Oui, c'est américain. C'est américain. Donc ils peuvent se permettre. C'est américain. Oui, une dernière question, parce qu'il est 59 et à 18. Non, mais, Quand on travaille dans le tourisme, c'est un débat qui m'intéressait, et je pense qu'il y a quand même il y a un énorme potentiel à mieux vendre la France, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a quand même l'image est influencée certainement par l'histoire, mais aussi par l'actualité. C'est-à-dire qu'un grand couturier qui va être un star planétaire dont on parle partout, ou un best-seller. Enfin, aujourd'hui, les médias quand même. on n'est pas la font Grèce, des échos je suis qui est d'accord. intéressante. Non, mais il n'y a pas que l'histoire. Si on est ici avec Ça, l'histoire. c'est quelque chose auquel on peut aussi stratégiquement penser, parce que. Mais c'est une histoire qui se perpétue dans l'actualité. Oui, sans doute. Voilà. Donc il y a une profondeur de champ et en même temps, c'est pas bien. On n'est pas encore devenu Athènes, j'adore Athènes, mais il se passe plus grand chose, si vous voulez. Donc on est encore, dans certains domaines, en train de créer l'actualité. Voilà. Mais c'est une actualité qui jette un regard sur la France, qui l'enferme dans cette idée d'une certaine image, en fait. Mais il vaut mieux en avoir une image et capitaliser dessus, parce que même dans le high-tech, j'ai connu une entreprise qui s'appelle Schneider. Alors, et Schneider, c'est drôle parce que maintenant ils sont à Hong Kong. Et donc Tricouard, Jean-Pascal Tricouard, le PDG, me dit, moi, l'image France, je m'en moque,
Schneider, ça fait allemand, j'ai jamais dit aux gens que j'étais pas allemand. Bon, son problème, c'est de développer Schneider, et Schneider réussit remarquablement, si vous voulez. Bon, peut-être que les gens vont dire, ah ben, je savais pas que vous étiez français, et là, l'image France va être boostée. Et donc, c'est pas forcément un drapeau qu'il faut agiter comme ça, de front. Il faut déjà dire, j'ai la réponse à votre rêve, qu'il soit industriel, haute technologie, vêtements, meubles, etc. Et après, les gens découvrent qui vous êtes. Oui, on ne savait pas qu'était la Corée, maintenant on se dit, bah, c'est pas mal, Samsung, c'est quoi, vous êtes coréen, c'est quoi la Corée? Oui, c'est venir en deuxième. Et le tourisme en Corée monte. Oui, il y a aussi le tube planétaire. Absolument, qui accélère le tourisme encore. Voilà, bah écoutez, un grand merci à vous d'avoir suivi notre débat. Je pense qu'on peut applaudir chaleureusement nos 4 intervenants. Merci à vous. Je me souviens, on a fait la même chose à la région Rhône-Alpes il y a 8 mois ou 1 an. C'est marrant, il y a je sais pas qui m'a dit qu'il est à Lyon. C'est pas au futur des marques.